Le président Poutine a toujours dit que notre objectif était de régler le conflit en Ukraine par la voie diplomatique. Et le président Trump, tel qu'il est, souhaite vraiment l'aider. Dans ce cas précis, nous voyons deux présidents donner l'exemple politique en réglant ces questions par le dialogue. C'était très bien. Voyons ce qui peut être fait. Voyons si ça peut être conclusif ce soir, dit Dmitri Peskov. Charline, Dmitri Peskov qui vient à nouveau de s'exprimer. Il y a une petite idée sur la durée du sommet. En effet, c'est via l'agence russe TASS qui s'exprime en disant que le sommet pourrait durer, il utilise un peu les deux mots, entre 6 et 7 heures. Alors, ce qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas précisé, c'est à savoir est-ce que la rencontre d'abord entre le tête-à-tête avec les délégations, tout cela durerait 6-7 heures, ou est-ce qu'il va y avoir peut-être d'autres choses? Est-ce qu'on inclut la conférence de presse? Pas trop de détails, mais voilà ce qu'indique... Ouais, 6-7 heures, ça nous amène au milieu de la nuit. À 5 heures du matin. À 5 heures, 6 heures du matin. Et ce sera en live sur LCI. Ah mais quoi qu'il arrive, on est en direct. Oui. On est en direct. direct. On sera là. Ouais, oui, vous serez là, Elisabeth, en plus. Vous serez effectivement à l'antenne. Le Dmitri Peskov, effectivement, Donald Trump et Vladimir Poutine, là, qui montrent l'exemple en se parlant, dit-il, en essayant de trouver un chemin vers la paix. Moi, je suis très partagée. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas parler à Poutine, mais à un moment, moi, je pense qu'il faut discuter. Moi, je pense qu'on ne peut pas mettre fin à une guerre sans discuter. Qu'on aime Poutine ou pas, si on continue de le refuser, on n'aura pas de cessez-le-feu du tout. Et si les Américains et les Européens n'arment pas l'Ukraine, de toute façon, sur le terrain, ça ne serait pas le victoire. Maintenant, le faire comme ça, en le mettant un peu en grande pompe et circonstance, en le recevant comme ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on verra. Si tu n'as pas le rapport de force, tu es obligé de discuter. De fait, et toute cette guerre, Poutine l'a lancée parce que c'est une puissance nucléaire et parce qu'il sait qu'il n'aurait pas été traité comme Milosevic à Belgrade. Les Américains... Voilà. Et donc, comme c'est une guerre que tu ne peux pas gagner militairement, à défaut, et que tu ne peux même plus imaginer libérer les territoires ukrainiens par la force, à la fin, tu es obligé de composer. Et si tu composes, tu es obligé d'y mettre les formes. Alors, il y a une troisième option, qui est de supprimer Vladimir Poutine et de faire tomber le régime. Voilà. En fait, il y a trois options. La première, c'est... Changement de régime. Non, mais pour les Occidentaux. La première, c'est d'aider suffisamment les Ukrainiens à remporter la guerre et à amener la Russie à capituler. Là, c'est un peu trop tard. C'est trop tard. La deuxième, c'est de faire tomber le régime. Apparemment, il n'y a aucune volonté occidentale de ça se pose faire. Problème, quand même. Et la troisième, effectivement... On n'est pas très bon en changement de régime, ceci étant dit en Occident. L'histoire l'a prouvé. Hein. Oui. Et on a dit quand il s'agit d'Iran, qui est aussi une menace... que c'était pas une bonne idée, on va peut-être pas le faire. Si un régime qu'on n'a jamais voulu changer, c'est bien celui de Moscou. C'est ça. Tout à fait. De tout temps. Et de tout temps. Et par peur de ce qui peut se passer après. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut remplacer Poutine. Voilà, non, mais surtout, on est hanté, et les Russes en premier lieu, parce qu'ils ont appelé le temps des troubles. Après, ils vont le terrible, cette espèce de guerre civile généralisée d'un pays immense qui est une mosaïque ethnique. Et, voilà. De quoi vont-ils parler tout à l'heure, ces deux chefs d'État? On va rappeler les demandes ukrainiennes, les demandes russes. Les Ukrainiens, ce qu'ils veulent, eux, c'est à tout prix, en premier lieu, c'est un cessez-le-feu de 30 jours. Ils veulent le retrait total des troupes russes de leur sol, des garanties de sécurité, une adhésion à l'OTAN, le retour des prisonniers et des enfants. Le retour des prisonniers, il y a toujours des échanges, il y en a encore eu un hier. Bon, ça paraît être un point facile à discuter. Les Russes, eux, veulent absolument les 4 oblasts qu'ils ont annexés. Ils veulent la fin des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Ils veulent un État neutre, ce qui veut dire le retrait, que Volodymyr Zelensky cesse d'être le président du pays. Pas d'adhésion à l'OTAN et la levée des sanctions occidentales. Il y a des points sur lesquels ils peuvent s'entendre, là, ce soir. C'est pareil compliqué, parce que si on prend les 2 points, il n'y a aucun compromis possible. Alors attention, il faut toujours rappeler qu'il y a quand même un agresseur et un pays qui est envahi. Ce que disait Zelensky, sous plusieurs formes de paroles, ses conseillers également, c'est qu'à un moment donné, il est quand même pour qu'on arrête la guerre. Et il dit, à minima,
un gel de la ligne de front. Je pense d'ailleurs qu'en réalité, c'est une position qui est plutôt ukrainienne de dire, évidemment, la Russie est venue envahir ce pays, et évidemment qu'ils veulent le retour de leur territoire, mais ils savent très bien que ça ne se passera pas comme ça. Et d'ailleurs, toute la population, aujourd'hui, quand on les interroge, ils disent c'est dur de céder des territoires, à minima, le gel de la ligne de front. Mais surtout, ce qui sera, à mon avis, le plus intéressant dans tout cela, s'il y a un cessez-le-feu, c'est quelles sont les garanties de sécurité. Parce que Volodymyr Zelensky ne cesse de le répéter avec plusieurs services de renseignement, que la Russie voudrait, selon lui, se réarmer, repeupler, on va dire, l'armée pour finalement recommencer ensuite. Et ça, c'est à tout prix ce qu'on ne veut pas et ce que ne veulent pas les Ukrainiens. Mais oui. Négociations, elles doivent normalement refléter, ou les exigences dans les négociations, elles doivent à peu près refléter le rapport de force sur le terrain, si on veut être cohérent. Là, on a un décalage qui est quand même très important entre la différence qu'il y a entre les deux positions et la différence qu'il peut y avoir sur le terrain. Il y a effectivement une supériorité contestable côté russe, mais en réalité pas si importante que ça. Ce que je veux dire, c'est que les Ukrainiens ne sont pas le couteau sur la gorge, ils ne sont pas en train de s'effondrer, ils ne sont pas obligés d'accepter n'importe quoi. C'est pas 2014. Oui, non, mais exactement. Là, ils sont c'est-à-dire que s'ils peuvent continuer à se battre, c'est ça que je veux dire, et que si effectivement on leur propose quelque chose d'inacceptable, ils ne l'accepteront pas, tout simplement. Ils ont les moyens de ne pas accepter des choses démesurées et inacceptables, et donc ils continueront à se battre. Et donc on continuera comme ça jusqu'à ce que il y a, c'est comme dans toute négociation, qu'il y ait quand même un point d'équilibre qui soit à peu près cohérent. Et ce qu'on peut imaginer effectivement, c'est au moins c'est l'arrêt de cohérence, c'est l'arrêt sur la ligne de front actuelle. Bon, on arrête là. Que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, ça paraît en réalité acquis, parce que il faut, dans tous les cas de figure, il faut l'approbation américaine, et ça c'est mort. En revanche, il peut y avoir une forme d'alliance de substitution. Quand on parle de garantie de sécurité avec des pays européens qui seraient prêts à défendre l'Ukraine en cas de menace, ça s'appelle une alliance militaire en réalité. Une alliance militaire de substitution. C'est pas l'OTAN, c'est autre chose. Mais c'est quand même une protection. Et puis il y a probablement aussi cette idée que l'Ukraine restera un État souverain, indépendant, et donc capable d'avoir une armée. C'est comme ça que, enfin, moi je sens les choses sur lesquelles on pourrait effectivement s'accorder. Non pas avec, de la part des Ukrainiens, de fait, obligation d'accepter l'occupation des territoires actuels, qui sont occupés par les forces russes, sans jamais, évidemment, le reconnaître en droit, mais leur reconnaissance de fait. Et puis, là, on partirait sur une paix un peu boiteuse, très instable, mais peut-être possible. Et pour compléter ce que dit Michel, c'est ça l'intérêt d'un cessez-le-feu, c'est que ça gèle une situation, et on ne doit pas trancher sur le statut des territoires. Parce que si vous faites un traité de paix, il faut à un moment ou à un autre décider ce que deviennent ces territoires. Alors est-ce que ça va être comme l'Alsace-Lorraine, annexée à l'Allemagne après la défaite de 1970 ? Si on est dans le cessez-le-feu, il y a une occupation de fait que l'Ukraine ne reconnaît pas, que les Européens ne reconnaissent pas. Sur les cartes, on continuera à montrer l'Ukraine dans ses frontières de 1991, et voilà. Et d'où d'ailleurs le scandale qu'avait suscité la première visite de Vitkov auprès de Poutine, qui revient en disant qu'on allait reconnaître déjuré l'annexion de la Crimée. Voilà. Mais donc si on est dans cette logique-là, c'est jouable. Mais en même temps, ça ne résout rien. Et c'est pour ça que la question fondamentale reste celle des garanties de sécurité. Garantie de sécurité, Donald Trump dans l'avion présidentiel, toujours dans Air Force One, donc aux alentours de 14h heure française. Donc des journalistes lui ont posé la question, on l'a écouté tout à l'heure. Et est-ce que l'Amérique va participer à ces garanties de sécurité en Ukraine? La réponse du président. Il dit oui. Monsieur le Président, y a-t-il une possibilité pour les États-Unis de donner des garanties sécuritaires à l'Ukraine avec l'Europe? Peut-être avec l'Europe et d'autres pays, peut-être, mais pas sous la forme de l'OTAN. Il y a des choses qui ne vont pouvoir être négociées ou se passer comme on le veut. Mais il y a des possibilités, oui, pour des garanties de sécurité. Ça, Emmanuel Macron en avait parlé dès mercredi. Absolument. Il disait que Donald Trump était prêt à y participer. C'est quand même une évolution énorme. énorme. C'est une conséquence heureuse et surprenante de la visioconférence d'il y a 3 jours, où c'est la première fois depuis 3 ans
que Zelensky est assis à la table des Européens avec les Européens et qu'il parle d'une même voix au président américain. Et ça a changé beaucoup de choses, énormément de choses. Maintenant, concernant l'OTAN dont parlait Michel tout à l'heure, je ne comprends pas que le sujet soit toujours sur la table. Parce que finalement, il est plus préférable d'être dans l'Union européenne et de bénéficier de l'article 42 qui... 42.7. 42.7. Voilà, 42.7, qui oblige de toute manière l'engagement des nations de l'Union européenne auprès de n'importe quel État qui serait attaqué, plutôt que l'article 5 de l'OTAN, qui n'oblige pas nécessairement les partenaires de l'OTAN à riposter, à être auprès de Avec malgré tout une différence, c'est qu'en termes de puissance militaire, l'Union européenne, pour le moment, on peut espérer qu'elle va acquérir une souveraineté stratégique majeure. Mais pour le moment, c'est quand même moins fiable que l'OTAN. Elle permet un parapluie nucléaire avec la France, et c'est peut-être suffisant pour garantir, justement, pour ces fameuses garanties de sécurité pour l'Ukraine. L'OTAN, qui subit aujourd'hui l'imprévisibilité, pour être poli, américaine, tout comme, cette question, moi je suis pas sûr que c'est la meilleure garantie pour l'Ukraine aujourd'hui. De même que je pense que quand Trump parle d'une garantie de sécurité, il ne parle pas nécessairement de donner plus d'armes, sauf si les Européens investissent beaucoup plus. Je pense qu'il faut se méfier des promesses de Donald Trump là-dessus, parce que à la fois pour des raisons de politique interne, toute implication, notamment financière, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, n'est pas du tout populaire politiquement. Mais la garantie de sécurité, c'est pas envoyer des GI, ça tient en un mot. Non. C'est le fait que les contingents, je parle sous le contrôle du colonel, qui seront déployés franco-britanniques notamment, etc., et la garantie qu'au CI, il y a des attaques délibérées de la part des Russes, les États-Unis vont faire quoi? Mais les appuieront, on les soutiendront. Les appuieront. C'est-à-dire, c'est d'avoir un second. C'est tout l'enjeu, c'est d'avoir un second rideau de garantie nucléaire, parce que notre force de frappe existe, mais enfin, elle est quand même, celle des Britanniques, elles sont quand même plus mesurées, qu'il y ait cette garantie que les Américains s'engagent à. Oui, avec cette question fondamentale, c'est effectivement ces forces européennes, de première ligne, seront-elles en Ukraine ou pas. Voilà. À mon avis, elles ne seront pas en Ukraine. Absolument. Donc là, ça fait partie des choses qui seront concédées à Vladimir Poutine, c'est qu'elles ne seront pas en Ukraine. Elles seront peut-être à proximité, en Roumanie, en Pologne, en mesure 2, mais certainement pas en Ukraine. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses qui, solutions possibles se dessiner. Oui, Charline, toi qui connais bien les militaires ukrainiens et les hauts gradés ukrainiens, quelles seraient leurs préférences ? Sur l'OTAN ou l'Union européenne, sur les garanties de sécurité. Évidemment que ce serait l'OTAN, parce qu'il y a les Américains, etc. Maintenant, là où il faut... non, mais je pense que là, si on pose la question, il faut quand même voir aussi les armes dont ils disposent. C'est quand même très primaire, ils sont sur le front. Ce qu'ils ont, ce sont des patriotes, et ça, c'est américain. Donc, à un moment donné, si on leur demande, c'est ça. En revanche, il y a quand même une chose, moi, qui m'alerte, c'est que donc, l'Union européenne, très bien, il y a quand même beaucoup de choses à faire en Ukraine avant de potentiellement pouvoir rejoindre l'Union européenne. Parce que là, on en parle, évidemment, c'est la guerre et on n'a pas envie d'aller soulever des sujets de politique interne en Ukraine. Je vous rappelle quand même que c'est un pays où il y a beaucoup de corruption. Donc, en fait, avant même de penser à l'Union européenne, etc., peut-être qu'il y a aussi... en fait, il faudrait tout simplement arriver déjà à la fin de cette guerre pour envisager ensuite quelles seraient les méthodes et pourquoi pas même créer une autre force, parce que là, on parle de l'OTAN, de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un autre format encore à créer ? Il peut y avoir un format complètement bilatéraux. C'est d'ailleurs un peu dans l'air. C'est-à-dire une alliance des volontaires entre pays souverains, entre l'Ukraine, la France, le Royaume-Uni. De toute façon, ça se goupillera quelque chose comme ça, puisque d'autres pays, dans tous les cas de figure, ne voudront pas prendre le risque d'y participer. Donc ce sera d'État à État. Et quand vous regardez ça, les exigences russes, Vladimir Poutine, il peut faire des concessions là ? Ouais, d'accord, ok. Oui, je pense que oui. Non, mais non, Charline pense que oui. Oui, parce que c'est un jeu de... toute façon, il faudra dire quoi, par exemple, il ferait des concessions selon toi ? Je pensais à Zaporijjia. Alors attention, pas sur la centrale, on la laisse à part, mais en fait, lorsqu'il veut la totalité du territoire de Zaporijjia, que je connais très bien, je pense qu'il pourrait tout à fait se passer de la ville de Zaporijjia en elle-même. Il faut rappeler que Vladimir Poutine, vous le disiez, c'est quand même un ancien agent du KGB, il s'est très bien négocié, de même que lorsqu'on
on négocie un salaire, on va toujours plus haut et puis ensuite on rabaisse. Bon, c'est exactement ce qui se passe avec les... Quand on parle des territoires, on parle d'échange de territoires. En fait, la base, c'est 100%, ce sont les territoires occupés. Les Russes demandent 120%, c'est-à-dire la totalité des 4 oblasts. Et il y aurait peut-être un projet américain disant que de 80%, en disant voilà, que les Russes éventuellement évacueraient une partie de Zaporijia, de Kherson, enfin des provinces, en échange éventuellement de ce qui reste de Donetsk sous contrôle ukrainien. Mais à mon avis, ça n'a pas eu la moindre chance d'être accepté par les Russes. On va partir à Kiev quand même pour savoir quel est l'état d'esprit des Ukrainiens à quelques heures de ce sommet. Marianne Kotonov, Marine Truchot, bonjour à toutes les deux. Est-ce que les Ukrainiens s'inquiètent de voir leur sort finalement dans les mains de ces deux hommes ? Je pense qu'on est passé au-delà de l'inquiétude, c'est-à-dire qu'en fait c'est presque du désespoir de voir que les Ukrainiens ne sont pas à la table des négociations, de voir que leur sort va peut-être se sceller sans eux, et puis surtout ils n'en attendent plus rien. Vous savez, ça fait nombre de fois où Donald Trump change d'avis, une fois du côté de Volodymyr Zelensky, une fois du côté de Poutine. Donc en fait ils ont peur en fait de ce qui va se passer lors de cet entretien bilatéral entre Trump et Poutine, peur que encore une fois, Vladimir Poutine retourne la tête du président américain et que à nouveau, ce soit aux Ukrainiens de faire des concessions qui seraient absolument inconcevables pour eux, c'est-à-dire de donner des territoires, faire des concessions trop importantes. Alors bien sûr ici, on veut la paix, mais on veut pas la paix à tout prix, et on sait que ce qui se passe là, effectivement, ça peut changer les choses. Donc beaucoup de pessimisme, je dirais, de pessimisme et on va voir ce qui va se passer, mais on ne se fait vraiment aucune illusion et on n'en attend pas grand-chose. Est-ce que ça faisait quand même la une des journaux ce matin, cette rencontre ? Alors, les journaux en parlent, c'est la presse uniquement sur Internet, vous savez, en Ukraine. Donc la presse en parle. Le marathon de télé qui marche depuis le début de l'invasion en parle également. Mais on nous disait ici, c'était pas le top 5 des informations. Donc bien sûr, on en parle, on parle des enjeux. Mais voilà, ça ne fait pas encore les gros titres. Et de toute façon, tout le gouvernement et tout l'establishment, c'est-à-dire les députés et tout, ont reçu les consignes de ne pas parler, de ne pas s'exprimer avant que la discussion soit achevée entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ce qui concrètement sort de cette réunion. Merci beaucoup Marianne, merci Marine d'avoir été en direct donc cet après-midi avec nous. Alors, à l'inverse, presque, en Russie, on ne parle que de ça. C'est incroyable, quand on a regardé la télévision russe tout au long de la semaine, ils ne parlaient que de cette rencontre et en bien. Parce que pour eux, c'était un super sommet. Évidemment, on en parle tous, c'est une réhabilitation diplomatique de Vladimir Poutine. Et ils sont extrêmement confiants, les Russes. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a trouvé cette petite vidéo. Regardez. C'est qui ? Et américain. Alors en fait, c'est un propagandiste qui intervient souvent dans l'émission de Soloviev, vous le savez, et qui l'a diffusé sur son compte Telegram pour montrer que les Russes et les Américains sont de nouveau réunis, avec cette phrase à la fin qui dit « Ces deux nations ont un énorme potentiel pour développer des relations constructives et opérer un rapprochement ». On voit ça comme ça, c'est-à-dire que vous disiez, Charline, on espère que l'Ukraine reste le sujet numéro 1. Tout à l'heure dans la discussion, c'est pas sûr. Ce que voient les Russes dans cette réunion, c'est l'opportunité de pouvoir remettre une relation bilatérale sur pied. Parce que les habitants, les Russes et les Ukrainiens ne vivent absolument pas la même chose. Les Russes sont frappés par une grave crise économique, souffrent beaucoup. Alors on voit souvent Moscou, en fait on ne voit pas tous les territoires reculer. C'est extrêmement grave, l'inflation qui est à son plus haut niveau. Donc c'est évidemment ça qu'il y a derrière. Ce sont des enjeux économiques, lever les sanctions internationales. Et je vais revenir sur une toute petite chose. Quand on voit Lavrov avec URSS, c'est évidemment une provocation. Il y a un message quand même qui est délivré aussi à ces populations. Il faut savoir que lorsqu'on est dans des territoires plus reculés, dans les trains, on voit souvent des habitants avec des t-shirts URSS. Moi, quand j'étais en Ukraine, sur des positions qui étaient occupées par des Russes, on a souvent trouvé des drapeaux de l'URSS. Donc en fait, l'URSS est très très présente et a été réhabilitée par Vladimir Poutine depuis 3 ans. Donc si vous voulez, il y a vraiment ce message aussi qui est délivré à la population en disant gardez espoir avec tout ce mythe, les enfants, le train
travail, tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est absolument bluffant de voir la machine, pardonnez-moi, mais propagandiste aussi se mettre en marche. Au niveau de l'économie, le tableau est plus contrasté, parce que de fait, il y a deux Russies. C'est-à-dire, bon, la crise maintenant est réelle, ça s'est accéléré. Il y a encore un an, on était à 4% de croissance par an. Et l'effet de la guerre et de l'économie de guerre, 40% du budget pour la défense, etc., a dopé toute une partie de l'économie qui a profité paradoxalement à ceux qui étaient les perdants de l'effondrement de l'Union soviétique. C'est-à-dire les périphéries, les régions de l'Oural où il y avait l'industrie d'armement qui était totalement morte, qui est repartie. Les petits villages qui envoyaient des volontaires se faire tuer en Ukraine, mais recevaient l'argent en échange. Donc il y a eu toute une partie de la société russe qui a été irradiée par cette économie de guerre qui maintenant est entrée en crise. Et une autre partie, aujourd'hui, notamment les villes, qui commencent à être frappées, et les classes moyennes, très sérieusement par la crise économique, qui commencent aussi dans leur quotidien, alors ça a l'air tout petit, mais effectivement, les aéroports de Moscou sont bloqués par les drones ukrainiens, les raffineries sont bombardées, donc voilà, qui commencent à sentir le poids de la guerre. Donc on est dans un moment où, effectivement, voilà, il faut bouger. Mais c'est très drôle, effectivement, que Lavrov ait pris ce t-shirt, parce que voilà, c'est aussi un signal à cette Russie, celle qui en a profité et qui, quelque part, elle continue à avoir confiance dans Poutine. C'est quand même la majorité du pays profond. Non, mais puis il y a dans les relations entre la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis, il y a toujours quelque chose de très ambigu, amis, ennemis. Il y a une admiration profonde en réalité de l'Union soviétique pour les États-Unis. Quand l'Union soviétique se constitue dans les années 20 et 30, le modèle, c'est un modèle américain. Ça peut pas être paradoxal, mais c'est le modèle capitaliste. Mais non, ils veulent s'industrialiser. Ils disent qu'ils font venir. Il y a des Américains qui viennent pour aider à l'industrialisation de l'Union soviétique. En fait, voilà, le modèle, il est américain d'une certaine façon, et en même temps, c'est l'alter ego. Donc c'est une sorte de frère, c'est le double, c'est le double et le frère ennemi en réalité, les États-Unis. Donc il y a toujours ce besoin d'être aimé en réalité, de faire la paix. Et donc là, on revient à ces grandes périodes de passage à la détente. Là, cette danse là, c'est un peu kitsch, quand même. Il faut le dire, mais ça me rappelle par exemple la rencontre Soyouz Skylab, où vous avez deux cosmonautes qui viennent se serrer la main, un Américain, un Soviétique qui viennent se serrer la main dans l'espace au nom de la détente retrouvée, de l'amitié retrouvée entre c'est ce qu'espèrent du coup les Russes. Bien sûr. La détente avec le voilà, au-delà du sujet ukrainien, encore une fois, quand on entend les Russes parler, ils ne parlent pas de l'Ukraine. Non. Ils parlent de l'amitié avec les États-Unis. Exactement. Donc voilà, c'est ça qui est. La question est de savoir comment ça va se passer entre les deux hommes dans ce tête-à-tête. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui aimeraient peut-être une petite souris parce qu'on est mis. On aura la poignée de main. Et après, comment est-ce que ça va se passer ? Beaucoup disent que Trump pourra peut-être se faire manger tout cru par un Vladimir Poutine beaucoup plus rusé, beaucoup plus expérimenté. Et regardez dans le monde aujourd'hui, il y a le correspondant du Monde à Washington, Piotr Smolar, qui parle de la relation entre les deux hommes. Il parle d'une relation qu'il qualifie d'opaque et de toxique. Et il rappelle une prise de position très étonnante de Donald Trump. Nous sommes au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine. Voilà, à l'époque, comment Donald Trump jugeait l'action de Vladimir Poutine. Je suis rentré chez moi hier et il y avait l'information sur ma télévision. Et j'ai dit, c'est du génie ça, c'est merveilleux. C'est vraiment malin. Il va intervenir et jouer le rôle de gardien de la paix. C'est la force de paix la plus puissante. Un coup de génie de Vladimir Poutine. On était en février 2022. Il est clairvoyant. Non, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas vraiment tous les tenants et les aboutissants entre les deux hommes. C'est le vrai problème. On ne connaît pas vraiment l'état réel de leur lien, ce qui les tient. On parle beaucoup de Trump qui serait l'agent de Poutine, son officier traitant. Je n'y crois pas trop. Jamais ça n'a pu être prouvé. Il y a eu beaucoup d'enquêtes sur le sujet. Il y a des suspicions, malgré énormément d'évidence. Je pense plutôt à quelque chose de plus mafieux, c'est-à-dire on t'a aidé à un moment, maintenant tu dois rembourser. Maintenant, c'est l'heure du payback. Et puis c'est tout. Hier, je citais la phrase de Patrouchev 6 jours après l'élection de Trump qui disait « Maintenant, il est l'heure d'honorer sa dette ». Et c'est exactement ça. Je pense qu'on est dans un système mafieux et les Russes, maintenant, demandent le remboursement
de tous les efforts qu'ils ont faits pour les deux élections, d'ailleurs, du 45e et du 47e président, les deux élections en 2016 et l'an dernier. Ce qu'on sait, ça de source sûre, ça a été étayé, ça a même été dit par le fils de Donald Trump, c'est que dans les années 2000, il y a des fonds privés russes massifs qui ont irrigué les affaires de Donald Trump. Mais c'est même plus que ça. Il y a une banque occidentale, que je ne nommerai pas ici, je ne veux pas ruiner la chaîne sur un procès, il y a une banque occidentale qui a œuvré pour des banques russes pour avancer de l'argent donc à Trump. Une grande banque qui a pignon, une grande banque d'affaires qui a pignon sur rue, avec des banques russes adossées à cette banque pour amener un certain nombre de fonds, parce que sur le plan de la trésorerie, Trump était comme ça à ce moment-là, donc au début des années 2000. Donc effectivement, il doit rembourser maintenant. Mais ce qui est compliqué, c'est que si on regarde les faits, c'est-à-dire les comportements de Trump, qui auraient été des comportements où voilà, il renvoie l'ascenseur et joue le jeu de la Russie, c'est moins évident, y compris pendant son premier mandat. Sur l'Ukraine, justement, on en parle. Obama avait toujours été contre l'envoi des armes. C'est Trump qui prend la décision d'envoyer les armes. C'est le Congrès. Oui, le Congrès et Trump. Non, mais Trump était... Il était pour, quand même. Trump était pour. Mais c'est d'abord un projet du Congrès, quand même. Non, mais il avait soutenu. Il a accepté. Sans aucun problème. Il aurait pu deviner, il aurait pu... Voilà. Et il n'arrête pas de rappeler à raison que c'est les javelines qui avaient été livrées à l'époque qui ont sauvé l'Ukraine en 2022. Il est faux. Passage, mais ça a contribué. Quelle que soit la relation avec des banques russes, ce qu'on voit depuis son premier mandat, c'est que quand les deux hommes sont dans la même pièce, il y a une admiration profonde pour Poutine. Ça, on le voit, son entourage en a parlé le premier mandat, quand il y en avait encore, comme on disait, les adultes dans la pièce, qui s'inquiétaient justement de ne pas les laisser tout seuls, parce que d'un côté, on a une manière d'immobilier qui a des pertes colossal, aussi bien qu'il a des succès. De l'autre côté, vous avez un agent du KGB qui a beaucoup plus d'expérience. Et la capacité de Poutine de manipuler quelqu'un qui l'admire est quand même assez importante. Et ça, aux États-Unis, beaucoup ont dit, il faut faire attention, ne pas les laisser trop seuls, en tout cas pendant le premier mandat. Parce que donc, un tel profil, c'est du pain béni pour Vladimir Poutine. Ça peut l'être. Maintenant, on est dans un deuxième mandat. Est-ce que il ne s'est pas aguerri? J'ai quelques doutes. Il n'est pas mieux entouré que le premier mandat, mais malheureusement, au contraire, c'est pire, parce qu'il a viré tous ceux qui ne sont pas loyaux et tous ceux qui savaient à peu près ce qu'ils faisaient, pour la plupart. Donc, c'est une inquiétude réelle à avoir en dehors de tout ce qui peut être histoire d'argent ou compromat ou autre. On voit là, les journalistes, ça y est, qui commencent à arriver sur place et se préparer pour l'arrivée des deux chefs d'État donc, sur cette base militaire américaine en Alaska. Là, je me tourne vers vous, Vincent, parce qu'on lit beaucoup de choses depuis 24 heures sur cette rencontre. Et tous les spécialistes vont presque tous dans le même sens. Par exemple, Nicolas Tenzer qui dit que ce tête-à-tête peut être très dangereux parce que Vladimir Poutine adore ce genre de situation. Poutine est un ancien agent du KGB du Kremlin. Il est formé à ce titre à la pression psychologique. Le Washington Post écrit quasiment la même chose aujourd'hui. Le dirigeant russe et ancien officier du KGB s'appuiera sur des décennies d'expérience pour tenter de charmer et de manipuler les dirigeants étrangers. Et en l'occurrence ce soir, Donald Trump. Alors je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes et de confusion. Quand Vladimir Poutine était à Dresde, qu'il était donc chef de poste à Dresde pour le KGB, il manipulait des sources est-allemandes qui étaient dociles et soumises. Et il n'y avait pas de rapport de force entre eux. Il était avec des gens qui étaient très vulnérables vis-à-vis de lui. Je pense qu'il a surtout appris l'art de la négociation ensuite, dans ses premières années de président. Maintenant, il a une capacité, une brutalité. On se souvient en 2007, quand on a laissé Nicolas Sarkozy seul en tête-à-tête avec lui, à Bruxelles, Nicolas Sarkozy en est ressorti groggy de cette rencontre. Il a même dit, il aurait dit, il m'a cassé le bras, de manière évidemment imagée. Donc, il a la capacité de peser sur son vis-à-vis de manière psychologique, mais c'est pas nécessairement l'expérience du KGB. Je pense que c'est l'expérience des hommes en général, puisque je rappelle qu'en Allemagne de l'Est, il était vraiment face à des correspondants et des sources qui lui étaient redevables de toute manière. Mais on se souvient aussi de la première rencontre en 2018, à Helsinki, Trump-Poutine. Oui, donc ça, c'est dans tous les esprits. C'est-à-dire que c'est le premier mandat de Donald Trump.
l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine en 2016 est étayée par les services secrets, par le FBI américain. Et à l'issue de la rencontre, il y a cette conférence de presse. Et là, Donald Trump dit « Je n'ai aucune raison de croire que c'est vrai ». C'est du jamais vu qu'un président américain dédie comme ça ses propres services de renseignement. Ça avait indigné les Américains. Ça avait indigné les Américains. Je dirais juste qu'il n'y a pas que Trump qui... je ne sais pas, qui se plie ou qui est manipulé par Poutine. On se souvient, c'était Bush Junior qui avait dit « j'ai regardé dans ses yeux » et tout. Donc il y a... je ne sais pas si c'est une naïveté, un manque de préparation de certains présidents américains qui font que Poutine, il en profite aussi. Non, mais l'histoire de Helsinki, ça avait été très grave. Et c'est la raison pour laquelle, parce que ça devait être suivi par un voyage à Moscou. Et de fait, les adultes dans la pièce ont dit non. Ont absolument tout fait pour dire, voilà. Mais justement, et ce qui est préoccupant par rapport à aujourd'hui, c'est qu'à Helsinki, ça avait été après le tête-à-tête. De fait, on ne ressort jamais indemne d'un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. On a eu Sarkozy complètement groggy, Angela Merkel avec le chien, pourtant elle n'avait pas l'air très méchant. Donc Donald Trump qui rentre en disant je crois plus Poutine que mes propres services secrets, c'est redoutable. Ou Bush il dit oui, j'ai vu le chrétien dans les yeux, etc. Je crois que... Oui. Ouais, je le crois. Je le crois. Ce qui est du pain béni dans cette rencontre-là pour Vladimir Poutine, donc KGB, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ses compétences. En revanche, ce qui plaît beaucoup en général aux agents du FSB ou du KGB, anciennement FSB, c'est d'avoir des personnes qui sont très sûres d'elles. Et alors là, c'est du pain béni parce qu'en général, on n'en fait qu'une bouchée. Vous savez, c'est un peu la théorie du maître et de l'esclave, théorisée par Hegel, mais remis au goût du jour par les services du renseignement. C'est la première chose. Donald Trump arrive très, très, très confiant. La deuxième chose que normalement on apprend dans les premières leçons lorsqu'on devient agent de renseignement, c'est de vous faire croire que vous avez raison. Or, c'est moi qui est en train de mener la discussion et de vous donner les clés pour aller dans mon sens. Ça, c'est ce que sait faire à la perfection Vladimir Poutine et ce que visiblement ignore Donald Trump. La seule chose qui joue en la faveur de Donald Trump, parce que quand on est agent du KGB et quand en plus de ça on est russe, on est très dans des lignes, c'est-à-dire qu'on est presque dans de la méthodologie. Ce qui caractérise Donald Trump, c'est d'être complètement... plutôt. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas comment il va réagir. Et c'est peut-être la seule chose qui peut, en vérité, déstabiliser Vladimir Poutine à la fin. Donc en fait, on parle de diplomatie, évidemment que c'est ça qui est en jeu, mais on est beaucoup plus sur un entretien qui sera psychologique avec un ancien agent du renseignement et un businessman qui ne contrôle pas ce qu'il dit, alors qu'en fait, véritablement, il y a parfois toute une stratégie derrière.